Alors on reprend avec la troisième et dernière vidéo sur la leçon C7L1 portant sur les équilibres acido-basiques. Donc les deux derniers paragraphes qu'on va voir, c'est d'abord une application des réactions acido-basiques qui sont les titrages, et ensuite on parlera des solutions tampons. Alors concernant un titrage acido-basique, et même plus généralement un titrage, le but est relativement simple, vous le connaissez déjà, c'est de déterminer une quantité de matière ou une concentration dans un échantillon à analyser. Donc si vous voulez mettre ça en forme sous forme d'une phrase, vous pouvez écrire donc déterminer une concentration ou une quantité de matière en utilisant une transformation chimique. C'est-à-dire que le composé qui va être titré va être détruit par la transformation chimique. Du coup, le titrage, c'est une méthode de dosage qualifiée de destructive. En ce qui concerne un titrage, puisqu'il faut une réaction chimique, eh bien cette réaction doit valider certains critères indispensables. Il faut que la réaction soit rapide, on peut aussi parfois dire quasi instantanée. Il faut qu'elle soit totale ou quasi totale. Et il faut également que la réaction soit unique dans le milieu. Sous ces conditions-là, eh bien, une transformation chimique pourra être utilisée comme support d'un titrage. En ce qui concerne maintenant la définition suivante, l'équivalence, c'est vraiment le point central du titrage. Il faut réussir à définir et à maîtriser cette notion, puisque là, ça commence à faire plusieurs années que vous travaillez avec. Alors, vous commencez par donner la définition, je ne vais pas l'écrire. L'équivalence, deux points, correspond à l'état du système pour lequel les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Donc, état du système pour lequel les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. J'insiste bien sur le mot état, c'est un état du système. Ne définissez jamais l'équivalence en disant c'est un moment auquel ce n'est pas du tout, le temps n'est pas du tout le paramètre pertinent lorsqu'on fait un titrage. Donc ça, retenez-le, éventuellement écrivez-le et rayez-le pour montrer que cette idée-là n'est pas bonne. Le temps est un paramètre à prendre en considération lorsqu'on fait de la cinétique chimique. Lorsqu'on fait un titrage, la réaction, elle est rapide, quasi instantanée. Donc dès que vous avez versé de la solution titrante, la réaction est quasiment instantanément terminée. Du coup, eh bien, le temps, on s'en fiche dans un titrage, clairement. Par contre, ce qu'on va avoir à considérer, c'est le volume de solution titrante mis dans le système réactionnel. Alors, appliquons la définition sur un exemple générique. Je vais reprendre des notations classiques. Si on considère que l'équation bilan du titrage s'écrit AA plus BB donne des produits, peu importe qui ils sont. Donc, dans cette notation, A et B correspondent à des nombres stoichiométriques en valeur absolue. Grand A et grand B, ce sont les espèces chimiques correspondantes, et les produits, eh bien, on se fiche de leur nature et de leur nombre, ça n'intervient pas dans la définition de l'équivalence. On dira à partir de cette équation-là que les réactifs grand A et grand B ont été introduits en proportion stoichiométrique si la quantité de matière de grand A sur son nombre stoichiométrique petit a est égale à la quantité de matière de grand B sur son nombre stoichiométrique petit b. Donc, lorsqu'on vous parle d'équivalence, sachez à la fois donner la définition sous forme d'une phrase et également sachez donner l'équation associée. Très souvent, dans les titrages, on ne l'utilisera pas vraiment sous cette forme-là, puisqu'on cherche à déterminer la plupart du temps une concentration et on utilisera le fait que N égale à concentration fois volume du système pour avoir CA fois le volume dans lequel se trouve le réactif A initialement divisé par le nombre stoichiométrique égale CD fois le volume versé à l'équivalence divisé par B. Pour des applications sur les titrages, il y en aura dans la fiche d'exercice disponible sur le Drive.
Dernier point concernant les titrages. Étant donné que le temps n'est pas le paramètre pertinent, si jamais vous avez à faire un tableau d'avancement, eh bien, ne mettez pas état initial, état intermédiaire, état final. Ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Ne mettez pas non plus t égale 0, t quelconque, t qui tend vers l'infini, puisque le temps n'est pas le paramètre pertinent. Vous définirez le système, comme on l'avait vu dans le TP sur les titrages, en disant que vous regardez d'abord lorsque le volume de solution titrante est égal à 0, puis lorsque ce volume est inférieur au volume équivalent, tout en étant supérieur à 0, lorsque le volume de solution titrante est égal au volume équivalent, et enfin, lorsque le volume de solution titrante est supérieur au volume équivalent. Vous aurez donc, dans un tableau de suivi des quantités de matière, non plus 3 lignes à compléter, mais 4, qui correspondent à ces 4 états. Pensez également que lorsqu'on fait un titrage, on regarde la quantité de matière contenue au niveau du récipient qui contient un réactif titré. Si on regarde le montage que j'ai fait en dessous, on regarderait la quantité de matière dans l'Erlenmeyer. Cependant, le volume contenu dans cet Erlenmeyer n'est pas constant, vu qu'on ajoute par la burette au fur et à mesure du réactif titrant. Ça veut dire que dans un titrage, si vous devez faire un tableau de suivi des quantités de matière, il n'y a qu'une seule unité qui marchera toujours, c'est la mole. Ok, concernant donc l'équivalence, voilà ce qu'il y avait à dire, c'est assez succinct, mais il faut se souvenir de tout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est développer les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour repérer l'équivalence. La première, peut-être la plus simple à mettre en œuvre, c'est la colorimétrie. Alors, la colorimétrie, ça signifie que l'équivalence est repérée par un changement de couleur du système réactionnel. Ce changement de couleur peut intervenir de deux façons. Premièrement, si les espèces réactives sont colorées, eh bien l'apparition ou la disparition d'une couleur peut mettre en évidence l'apparition ou la disparition d'un réactif ou d'un produit. Deuxièmement, si aucun des composés n'est coloré, on peut introduire dans le milieu réactionnel un indicateur coloré de pH. Donc moi, pour la suite, là, je vais m'intéresser à cette deuxième partie, puisque très souvent, quand on fait des réactions acido-basiques, les espèces sont incolores. Alors, de façon à illustrer mon propos, je vais choisir un exemple concret de titrage, celui que vous devez déjà tous maîtriser, le titrage d'un acide fort par une base forte. Donc, le montage de colorimétrie, c'est celui-ci. Faites attention au fait que l'instrument de verrerie en bas n'est pas anodin. Ça doit obligatoirement être un Erlenmeyer, parce qu'avec ses parois coniques, il va protéger des éclaboussures. Lorsque vous avez des gouttes de solution titrante qui tombent à l'intérieur de l'Erlenmeyer, si jamais il y a des projections, ça retombe dans votre instrument de verre, et donc vous allez avoir une manipulation propre. N'utilisez donc pas un bécher. Ce serait pas, comment dire, on arrivera à faire la manipulation, mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc, lorsqu'on fait le titrage d'un acide fort par une base forte, on peut prendre, par exemple, le cas de l'acide chlorhydrique, H3O+, plus Cl-, et comme base forte, on va prendre le cas classique de la soude, de l'hydroxyde de sodium, Na+, plus HO-. Tout de suite, lorsque vous voyez ce système, vous devez vous dire HO- va jouer le rôle de base forte, H3O+ va jouer le rôle d'acide, un acide fort. Quant aux ions restants, eh bien Na+, c'est un ion spectateur, tout comme l'ion Cl-. Ces composés sont tous incolores. Donc si vous essayez de faire la manipulation telle quelle, vous allez verser un liquide incolore dans un autre liquide incolore, des réactions vont avoir lieu, mais nous n'arriverons pas à les percevoir avec ce montage-là. De façon à voir une variation de la couleur, on ajoute à l'intérieur de l'Erlenmeyer un indicateur coloré de pH. Alors, cet indicateur coloré de pH, on va voir pourquoi dans un instant, il faut que lorsqu'on l'ajoute, il y en ait une quantité la plus petite possible. Il faut en avoir donc seulement quelques traces. Je marque ici quantité qui tend vers 0. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut en mettre peu, il faut se renseigner sur la nature chimique de ces indicateurs colorés. Ce ne sont pas des espèces magiques. La plupart du temps, lorsque vous avez fait des titrages,
on vous a dit mettez tel composé et vous allez voir le changement de couleur qui correspond à l'équivalence. Ici, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on choisit son indicateur coloré. Pour ça, il faut savoir que ce sont des espèces qui ont elles-mêmes des propriétés acido-basiques. En l'occurrence, si c'est des composés acido-basiques, on va pouvoir définir un couple acide-base. Je vais le noter, 1 de H pour la forme acide, 1 de moins pour la base conjuguée. Le fait d'avoir des propriétés acido-basiques, ça veut dire qu'on va, sur un axe gradué en pH, un diagramme de prédominance, on va pouvoir utiliser la valeur de pKa et définir des domaines de prédominance et des domaines où l'acide ou la base seront majoritaires. Revoyez la fin du paragraphe grand 1 si jamais c'est pas clair pour vous. On avait montré que les frontières étaient pKa plus 1 et pKa moins 1. Donc, au voisinage du pKa, on a des proportions assez proches de l'acide et de la base. Au-dessus de pKa plus 1, la base est majoritaire, supérieure à 90%. En dessous de pKa moins 1, l'acide est majoritaire, supérieur donc à 90%. Bien ça, ce n'est pas suffisant. Il faut en plus que la couleur de la forme acide soit différente de la couleur de la forme basique. On a déjà parlé des couleurs lorsqu'on avait évoqué la construction des molécules avec la méthode de Lewis, la méthode de la mésomérie également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la protonation ou la déprotonation de l'indicateur coloré, c'est en fait un effet bathochrome ou hypsochrome qui se produit, c'est-à-dire une modification de la zone de délocalisation électronique. Et donc, les couleurs absorbées vont être modifiées et par conséquent, les couleurs vues seront modifiées aussi. À partir de là, donc, si on imagine qu'on a des couleurs différentes, je vais représenter ça donc avec des couleurs sur le diagramme de prédominance. Lorsqu'on se trouve à un pH compris entre 0 et pKa-1, c'est le domaine où l'acide est majoritaire. Par conséquent, puisque la base n'est quasiment pas présente, la couleur du système contenant le composé 1H, ce sera la couleur de la teinte acide. Bon, là, ici, j'ai dessiné ça en rouge. On pourrait imaginer du coup que la solution apparaîtrait rouge. Si jamais on se trouve à pKa plus 1 et ce jusqu'à 14, on aurait cette fois la forme basique 1 de moins qui serait majoritaire. Là, ici, je l'ai écrit en vert et donc ça voudrait dire que au-dessus de pKa plus 1 et jusqu'à pH égale 14, on aurait une solution de couleur verte. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on est entre pKa moins 1 et pKa plus 1 ? On est dans une zone où on a à la fois la forme acide et la forme basique. Les couleurs absorbées vont s'additionner et donc la couleur de la solution va apparaître comme la somme des couleurs des deux composés. Donc là ici, si j'avais du rouge et du vert, la somme des couleurs rouge et verte, ça nous donnerait une solution noire. Je ne crois pas que ça existe ce genre de truc. Mais si on prend par exemple le cas que vous connaissez peut-être du bleu de bromothymol, qu'on abrège par BBT, la forme acide, elle est de couleur jaune, elle absorbe le violet. La forme basique, elle est bleue, elle absorbe donc le orange. Et lorsqu'on se trouve dans la zone que je viens d'encadrer en bleu, qu'on va appeler la zone de virage, on aura la superposition du jaune et du bleu, et donc une solution qui apparaîtra verte. Donc là, ici, on complète le diagramme du dessus. Cette zone-là, c'est la zone de virage. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça signifie que dans l'intervalle de pH pKa-1, pKa+1, le système a une couleur qui n'est pas parfaitement définie comme étant celle de l'acide ou de la base. Il y a un mélange des deux. Alors, concernant les frontières pKa-1, pKa+1, c'est quelque chose d'assez approximatif qui se base sur les diagrammes de prédominance. En réalité, on pourrait faire des analyses spectrophotométriques pour déterminer des frontières un petit peu plus précises. Mais en première approximation, c'est déjà un bon ordre de grandeur de prendre cette plage pKa-1, pKa+1.
Donc maintenant qu'on a déterminé ça, essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que la quantité de matière d'indicateurs colorés, que je vais noter de façon générique Inde, pourquoi est-ce que cette quantité doit tendre vers 0? Eh bien parce que, étant donné que c'est un composé qui possède des propriétés acido-basiques, il va réagir avec la solution titrante. Si vous en mettez une quantité de matière qui est du même ordre de grandeur que le réactif qui doit être titré, vous allez titrer à la fois le réactif d'intérêt et en même temps l'indicateur coloré, ce qui évidemment n'est pas du tout souhaitable. Donc, il faut qu'il soit toujours en quantité négligeable par rapport à l'espèce titrée. Bien. Maintenant, comment faire pour choisir un indicateur coloré plutôt qu'un autre pour un titrage? Je vais conserver l'exemple de tout à l'heure, à savoir le titrage d'un acide fort par une base forte. Si on s'intéresse à ce titrage, on expliquera la pH-métrie dans un instant. Je vais simplement ici utiliser vos souvenirs. Si on essaye de suivre le pH de la solution en fonction du volume de solution titrante, donc la solution titrante contient des ions hydroxydes, je vais marquer VHO-, et en ordonnée, on va placer le pH. Initialement, dans le bécher, la solution est acide, elle contient l'acide chlorhydrique, donc le pH est faible. Et lorsqu'on arrive au contraire à la fin du titrage, on a mis un excès de base, donc le pH va être élevé. Par conséquent, la courbe va être représentée sous cette forme-là. C'est un petit peu mal fait. C'est pas décroissant, mais au contraire, c'est croissant. Donc là, vous avez une courbe que logiquement vous reconnaissez, un saut de pH. Et voyons voir comment est-ce qu'on fait pour choisir l'indicateur. Pour ça, il faut d'abord raisonner sur l'équation du titrage. Alors, dans le cas où on a H3O+, qui est titré par HO-, l'équation du titrage s'écrit H3O+, plus HO- donne 2H2O. La constante d'équilibre de cette réaction, c'est l'inverse de la constante d'autoprotolyse. Donc K0 égale 1 sur KE, 10 puissance plus 14, on a bien une réaction quantitative ici. Lorsqu'on arrive à l'équivalence, qu'est-ce qu'il y a dans le milieu réactionnel? Eh bien, on a fait réagir l'intégralité des ions H3O+, les ions HO- n'ont pas encore été mis en excès, donc à l'équivalence, on a ici de l'eau pure. Par conséquent, à l'équivalence de cet exemple particulier de titrage, le pH vaut 7. Ok, donc ça nous dit que lorsqu'on est à pH 7, eh bien, le volume équivalent est atteint. Vous le savez aussi, on peut repérer l'équivalence d'autres façons, on en parlera tout à l'heure. Donc, lorsqu'on prend, voilà, pH 7, on se retrouve au milieu du saut de pH, et le volume associé, c'est VE, volume équivalent. Alors, pour choisir l'indicateur coloré, on va prendre deux situations. Une qui est défavorable, puis une qui est la situation favorable. Vous savez qu'un indicateur coloré, pour permettre de repérer l'équivalence, il doit changer de couleur, donc passer de sa forme acide à sa forme basique, en une seule goutte. Imaginons qu'on travaille avec un premier indicateur dont le pKa soit relativement faible. Je note ici en vert pKa1, le pKa du premier indicateur. On peut tracer à pKa-1 et pKa+1 sa zone de virage. Maintenant, la question, c'est de se dire combien de solutions titrantes faut-il ajouter pour avoir un changement total de la couleur? Eh bien, en dessous de cette valeur, on a uniquement la forme acide. Pour cette valeur, voici le volume. La forme basique donne sa couleur au système uniquement au-dessus de pKa+1. Donc, à partir de cette valeur-là de pH. Du coup,
Ça signifie qu'il va falloir verser ce volume-là de solution pour voir apparaître un changement total de couleur, passer de la forme acide vers la forme basique. De plus, vous voyez que lorsqu'on arrive à la forme basique, eh bien, on n'a pas encore atteint le volume équivalent. Ça veut dire que cet indicateur coloré que j'ai représenté, il n'est pas du tout adapté à ce titrage. Le changement de couleur va avoir lieu, mais il ne correspond pas à l'équivalence. Donc, si vous prenez un tel indicateur, ça ne marchera pas. Ok, donc, comment choisir le pKa de l'indicateur coloré de façon à ce que son changement de couleur coïncide à la goutte près avec l'équivalence? Eh bien, il va falloir se rapprocher pour le pKa au maximum du pH à l'équivalence. On va noter ça. Imaginons que je prenne une deuxième situation avec un indicateur pour lequel on a un pKa, mettons, très légèrement au-dessus du pH à l'équivalence. Je vais noter ici en rouge, pKa 2. Je vais tracer comme tout à l'heure la zone de virage. Entre pKa-1 et pKa+1, je vais avoir une bande de largeur identique. Et donc là, on a la zone de virage 2. Combien de solutions faut-il ajouter pour voir un changement total de la couleur? Eh bien, en dessous de pKa-1, on a la forme acide uniquement. À pKa+1, on a la forme basique uniquement. Donc là, vous voyez, j'ai fait des pointillés un petit peu gros pour qu'on puisse lire les choses, mais en réalité, le saut de pH étant quasiment vertical, les deux traits en pointillés que j'ai tracés en rouge vont être quasiment confondus et confondus avec les pointillés noirs, c'est-à-dire avec la valeur du volume équivalent. Donc, si vous prenez un indicateur coloré pour lequel le pKa est égal au pH à l'équivalence, vous aurez un changement de couleur correspondant à l'équivalence du titrage. Donc, à partir de maintenant, vous êtes capable, grâce au pKa du couple indicateur protoné, indicateur déprotoné, vous êtes capable de choisir un indicateur coloré pour vos titrages. Pour le paragraphe suivant, on va développer maintenant une autre méthode de repérage de l'équivalence qu'on a déjà vue en TP, qui est la conductimétrie. Alors, la conductimétrie, c'est une technique qui se base sur le montage suivant. Vous allez avoir donc l'agitateur magnétique, le bécher qui contient la solution attitrée, dans la burette la solution titrante, et vous allez introduire comme élément de mesure dans le bécher une cellule conductimétrique. C'est la cellule qui contient dans son extrémité les deux plaques de platine platinée, reliées au conductimètre qui va nous permettre d'afficher la conductance G ou la conductivité sigma. Concernant donc la conductimétrie, pensez à réviser la fiche technique de laboratoire correspondante avec plus d'informations que ce que je vais donner là. Là, ici, c'est simplement un résumé du minimum vital à retenir. Alors, la première question qu'on pourrait vous poser lorsqu'on fait un titrage conductimétrique, c'est: est-il nécessaire de réaliser un étalonnage? Logiquement, vu qu'on l'a déjà fait, vous devez être tous capables, là maintenant, de me dire oui, non et pourquoi est-ce qu'il faut faire un étalonnage. La réponse est la suivante. La conductivité, sigma, n'est pas une grandeur directement accessible expérimentalement. La chose qu'on peut mesurer, c'est la conductance G. La conductance qui est définie comme l'inverse de la résistance. La conductance et la résistance dont je parle, c'est ceux de la portion de solution compris entre les plaques de la cellule conductimétrique. Cependant, il existe une relation de proportionnalité entre conductivité et conductance, puisque la conductivité est égale à une constante de cellule qu'on note Kcl multipliée par la conductance G. Si on fait un petit tour au niveau des unités, une conductance, eh bien, ça s'exprime en ohm moins 1. On appelle ça aussi des Siemens, grand S. La résistance que j'ai mentionnée là ici, ce sera des ohms. Dans l'expression qui est juste au-dessus,
eh bien, G est en Siemens. La conductivité s'exprime en Siemens mètre moins 1. Et par conséquent, la constante de cellule s'exprime en mètre moins 1. Cette constante de cellule, elle dépend de critères géométriques de la cellule conductimétrique. On peut en donner une expression, je vous l'ai expliqué dans la fiche technique de laboratoire sur la conductimétrie. La constante de cellule, c'est égal au rapport de la surface des plaques divisé par, non c'est l'inverse, pardon, c'est L sur S, c'est la longueur entre les plaques divisée par la surface des plaques. De cette façon, on a bien une longueur, c'est-à-dire une distance en mètres, sur une surface qui s'exprime en mètres carrés, on a bien une constante de cellule en mètre moins 1. Ok, donc ça veut dire que, je reviens maintenant à l'étalonnage. Si la conductivité et la conductance sont proportionnelles, la façon dont va évoluer la conductivité sera tout à fait analogue, à un coefficient près, à l'évolution de la conductance. Ça veut dire que l'étalonnage n'est pas absolument nécessaire pour trouver le volume équivalent. Maintenant, si vous souhaitez déterminer des concentrations directement à partir de mesures faites par l'appareil, dans ces cas-là, vous devrez obligatoirement passer par l'étalonnage. Donc, étalonnage ou non, ça dépend en fait de la manipulation qu'on souhaite réaliser. Si on veut exploiter chacune des mesures, il faut faire l'étalonnage. Si jamais on veut juste l'évolution globale pour repérer un volume équivalent, l'étalonnage n'est pas nécessaire. Deuxième point qui est à mentionner lorsqu'on fait de la conductivité, donc là c'est un aspect très expérimental, on va passer maintenant à un aspect plus théorique. La loi qui permet de rationaliser l'expression de la conductivité en fonction des paramètres de la solution, c'est la loi de Kohlrausch. Cette loi de Kohlrausch, elle nous dit que la conductivité d'une solution est égale à la somme sur tous les ions qu'on va noter I, présents dans la solution, de deux termes, la conductivité ionique molaire lambda I multipliée par la concentration de l'ion I, que je note C indice I. Au niveau des unités, il faut être très vigilant. La conductivité, on a vu qu'elle s'exprime en Siemens mètre moins 1. La concentration, eh bien, en chimie, on a l'habitude d'utiliser la mole par mètre cube, je vais y arriver. On a l'habitude d'utiliser mol par litre. Cependant, eh bien, la relation qui est ici, c'est une relation plutôt issue de la physique. Et les physiciens mesurent leur volume en mètres cubes. Donc la concentration qui est ici, ce sera des mols par mètre cube. Faites attention, je vous l'ai déjà dit plus tôt dans l'année, c'est ici que vous risquez de vous tromper dans l'utilisation de la loi. Concernant le terme donc lambda I, conductivité ionique molaire, eh bien son unité se déduit des autres à partir d'une analyse dimensionnelle. On va avoir des Siemens mol moins 1 mètre carré mol moins 1. Évidemment, cette relation, je l'encadre puisqu'elle est à connaître et il faut également savoir l'utiliser. J'attire également votre attention sur un point, bon c'est peut-être renforcer une porte ouverte mais je préfère le dire quand même. Dans cette expression, tous les ions interviennent dans la conductivité de la solution, y compris les ions spectateurs. Donc si jamais vous avez des Na+, et des Cl-, vous devez les faire apparaître dans l'expression de la loi de Kohlrausch. Maintenant, essayons d'analyser les façons de faire varier la conductivité sigma d'une solution. Il n'y a pas 36 paramètres. Il y a les conductivités ioniques molaires, c'est des constantes thermodynamiques, donc celles-ci elles sont déterminées, elles sont tabulées dans les handbooks, on peut les trouver aussi dans des tables sur internet, donc c'est des constantes, on ne peut pas les modifier. Autre paramètre qu'on peut modifier, la concentration d'un ion. Donc la conductivité varie si une ou plusieurs concentrations CI varient. Comment faire varier une concentration lors d'un titrage? Eh bien, il y a deux choix. Premièrement, eh bien, la quantité de matière de soluté évolue par réaction chimique. Ou alors, la concentration évolue par le phénomène de dilution.
N'oubliez pas, lorsque vous faites un titrage, vous avez initialement ici, dans votre dans votre bécher, là où il y a la solution titrée, vous avez un certain volume, mettons 10 millilitres. Si vous rajoutez 15 millilitres de solution titrante, vous ne pouvez pas négliger la dilution. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez la solution titrante, l'eau qu'elle contient va diluer progressivement le contenu du bécher. Et ça va poser un vrai problème lorsqu'on fait de la conductivité, ce phénomène de dilution. Il y a deux façons de s'en affranchir, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est n'avoir l'évolution de sigma qu'en fonction des termes dus à la réaction chimique. Donc pour s'affranchir de la dilution, deux méthodes. Tout d'abord, une méthode expérimentale. Alors ça, il faut bien penser à le faire avant de démarrer le titrage, sinon il est trop tard. La méthode consiste à ajouter à l'intérieur du bécher, avant l'ajout de solution titrante, un volume d'eau distillée suffisamment grand pour avoir à la fois la cellule qui soit immergée, mais en plus un volume qui peut être considéré comme quasiment constant du début à la fin du titrage. Donc on ajoute avant titrage un grand volume d'eau distillée dans le bécher. Ça veut dire que si vous devez faire une liste de matériel, pensez à demander un bécher au moins de 200 ml, puisque les volumes équivalents sont souvent dans l'entour de 10-15 ml, et qu'il faut au moins un facteur 10 pour pouvoir négliger cette dilution. À ce moment-là, eh bien, on pourra dire que quel que soit l'état du système, le volume contenu dans le bécher est à peu près égal au volume initial, et donc c'est une approximation qui nous permet d'avoir une conductivité qui ne varie plus, puisque la dilution n'est plus prise en compte. La deuxième façon de s'affranchir de la dilution, c'est cette fois une méthode calculatoire. Donc si on a oublié d'ajouter de l'eau distillée d'un volume connu d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit ici, mais vous pouvez le rajouter, on ajoute de l'eau distillée avec un volume connu, notamment si on a fait l'étalonnage, pour pouvoir continuer d'utiliser les valeurs de conductivité. Deuxième méthode, eh bien, c'est uniquement une astuce de calcul. On utilise la conductivité corrigée. Alors cette conductivité corrigée, on en a déjà parlé quand on était en TP, également quand on était en train de faire la correction d'un des DS, le DS numéro 4. Je vais redéfinir ici ce dont il est question. La conductivité corrigée, sigma indice score, va être définie en fonction de la conductivité mesurée, que je note simplement sigma, multipliée par V1 plus V2, avec V1 le volume initial dans le bécher, et V2 le volume de solution titrante ajoutée. À partir de cette définition, eh bien, on aura pour la courbe sigma corrigée en fonction du volume ajouté, V2, on aura bien des portions de droite qui seront rectilignes. Si jamais on ne passe pas par la conductance corrigée, on risque d'avoir des portions de courbe et donc peut-être que l'équivalence sera plus difficile à visualiser. Au passage, un petit commentaire. Il y a bien un lien entre ces deux méthodes puisque si on a ajouté avant réaction dans le bécher un très grand volume d'eau distillée, ça signifie que V1 est très supérieur à V2. Donc dans l'expression là ici, le terme V1 plus V2 est à peu près égal à V1, quel que soit l'état du système. Donc les deux se rejoignent. Avant de passer à la suite, concernant le repérage de l'équivalence par conductimétrie, je ne peux pas faire de courbe générale puisque ça dépend vraiment de la situation. Parfois la courbe initiale est une portion de droite croissante, puis
Après l'équivalence, il y a encore une autre portion avec une pente plus élevée, croissante aussi. La seule chose qu'il faut noter, c'est que l'équivalence est mise en évidence par une discontinuité au niveau de la pente. C'est-à-dire qu'on va avoir une pente qui évolue brusquement au niveau de l'équivalence. Pour le mettre en évidence, on peut bien sûr faire un inventaire des espèces présentes et un tableau de suivi des quantités de matière. En ce qui concerne maintenant la pH-métrie. Alors cette méthode-là, c'est la méthode de choix lorsqu'on fait des suivis de réactions qui passent par une équation de titrage acido-basique. Lorsqu'on fait de la pH-métrie, on va réaliser le montage suivant. Donc on va avoir l'agitateur magnétique, un bécher qui contient la solution titrée, la burette qui contient la solution titrante et des instruments de mesure. Tout d'abord, le boîtier électronique, on va appeler ça un pH-mètre, et ce pH-mètre est relié à deux instruments de mesure. Tout d'abord, ces instruments, on en reparlera dans la leçon suivante, C7, L2. C'est ce qu'on va appeler des électrodes. Une de ces deux électrodes est appelée électrode de verre. Elle est assez caractéristique, j'essaie de la représenter ici sous forme d'une petite bille dans la partie basse, c'est-à-dire que la partie active de l'électrode de verre, c'est une membrane en verre sphérique. Ça ressemble à ça. La deuxième électrode, elle va nous permettre d'avoir une référence de potentiel, c'est ce qu'on appelle une électrode de référence. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir apprendre à utiliser et à comprendre. Une petite remarque quand même, quand vous étiez au lycée, vous avez peut-être utilisé des dispositifs qui étaient des pH-mètres qu'on appelle des pH-mètres crayons. C'est-à-dire un peu comme un crayon, un dispositif que vous plongez directement dans la solution. Vous ne voyez pas ces deux instruments, ils sont miniaturisés à l'intérieur et vous avez au-dessus un boîtier électronique qui vous donne directement la valeur du pH. Ces instruments-là, c'est bien quand on ne cherche pas à comprendre comment fonctionne un pH-mètre et c'est pour ça qu'on ne les utilise plus une fois arrivé en prépa. Donc, concernant la pH-métrie, il s'agit d'un type particulier de titrage plus général qu'on appelle les titrages potentiométriques. Donc, on va commencer par noter ça. pH-métrie, cas particulier de potentiométrie. La potentiométrie, c'est une méthode très générale. Métrie, mesure, potentio, le potentiel, qui nous permet donc de repérer l'équivalence, de suivre une réaction par mesure du potentiel. Le potentiel électrique, au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire au sens où vous l'avez défini dans le cours de physique. Par conséquent, un pH-mètre, eh bien, c'est un voltmètre. Et parce que c'est un voltmètre, eh bien, il lui faut deux bornes. Une borne qui va avoir un potentiel fonction de la concentration en ion H3+, donnée par l'électrode de verre, et une borne de potentiel constant, l'électrode de référence. Première question, analogue à celle de la conductimétrie, est-il nécessaire d'étalonner un pH-mètre avant son utilisation? On se base sur ce que je viens de dire là. Un pH-mètre est un voltmètre. Un voltmètre délivre une tension exprimée en volts. Si on fait de la pH-métrie, on souhaite obtenir une valeur de pH. Et donc, il nous faut un moyen de convertir une tension en volts vers une valeur de pH. Donc, obligatoirement, et ça, quelle que soit la manipulation que vous allez faire, un pH-mètre s'étalonne. Concernant l'étalonnage, vous allez utiliser des solutions particulières qui ont un pH fixé et quasiment constant. C'est ce qu'on appelle des solutions tampons. Suivant la manipulation que vous allez faire, vous allez choisir deux jeux de solutions tampons. Si vous travaillez plutôt dans des conditions acides, eh bien, vous prendrez une solution tampon acide et l'autre neutre. Donc, vous pouvez étalonner avec des tampons 4 et 7.
Ou alors, si vous travaillez avec des conditions plutôt basiques dans votre manipulation, eh bien vous prendrez des solutions tampons basiques et neutres. Donc on peut aussi étalonner avec des tampons à 9 et 7. Alors, je mets ces valeurs 4 et 9, mais ça peut varier si vous avez une solution tampon un petit peu différente. À partir de là, donc l'appareil va mesurer la différence de potentiel, la convertir en valeur de pH, et vous allez, par des ajouts successifs avec des petits volumes au niveau de la burette, mesurer le pH au fur et à mesure. Vous allez pouvoir du coup dessiner la courbe pH métrique qui nous donne donc le suivi du pH en fonction du volume que j'ai noté grand V de solution titrante qui a été versée. Il peut y avoir alors 4 types de courbes auxquelles vous aboutissez. Et on va voir maintenant les 4 courbes qui correspondent en fait à des situations où on a des titrages soit de composés forts, soit de composés faibles. Alors, dans la première situation, dans la burette, si on met une base forte, c'est-à-dire des ions hydroxydes, et que dans le bécher, on met un acide fort, c'est-à-dire une solution qui contient des ions oxonium, eh bien, on va avoir une courbe qui est celle qu'on a dessinée tout à l'heure, à savoir donc un palier quasi horizontal au début, un brusque saut de pH et un palier quasiment horizontal après l'équivalence. Si on inverse la position de l'acide et de la base, on va le faire juste en dessous. Si on met dans la burette un acide fort et dans le bécher une base forte, eh bien, il va y avoir une symétrie de la courbe précédente et on va avoir d'abord un palier horizontal, une brusque chute du pH et à nouveau un palier horizontal. On peut bien sûr raisonner sur ce que contient le bécher pour savoir si on est plutôt à pH élevé ou plutôt à pH faible. Là ici, dans le cas numéro 2, le bécher contient une base forte, donc initialement le pH est plutôt élevé, et après l'équivalence, on a mis un excès d'acide fort, donc le pH va être faible. Deuxième situation, lorsqu'on utilise un composé à caractère faible, retenez qu'il faut que la réaction de titrage soit rapide, totale et unique. Donc il faut qu'elle soit totale. Donc si on prend un composé à caractère faible, l'autre va être un composé à caractère fort pour avoir une réaction quantitative. À partir de là, donc dans la burette, si on utilise une base forte et que dans le bécher on met un acide faible, la courbe va ressembler à la précédente. On peut juste voir au démarrage un petit démarrage qui est légèrement différent. Il n'est pas toujours visible, mais vous pouvez le retenir. On a une légère augmentation, puis un palier quasiment horizontal, un saut de pH et un second palier. La petite différence que je vous évoquais, c'est là ici. Un petit peu différent de ce qu'on avait pour un acide fort. Si jamais vous avez dans votre burette un acide fort et dans votre bécher une base faible, la courbe correspondante, ce sera la symétrique de celle-ci, vous la retournez comme une crêpe et vous aurez donc cette courbe-là. Donc d'abord, le petit décrochage caractéristique d'un composé faible, puis une brusque chute du pH et enfin, arriver sur un palier quasiment horizontal. Donc concernant ces brusques sauts de pH ou brusques chutes du pH, elles vont nous être utiles pour repérer l'équivalence. On va voir 3 méthodes pour repérer cette équivalence. Vous pouvez également noter, à titre de remarque, que si vous avez plusieurs acides ou plusieurs bases mélangées dans votre bécher initialement, vous pouvez avoir des sauts successifs ou des chutes successives du pH. Alors, pour illustrer un exemple de détermination de volume équivalent, je vais reprendre le cas classique d'un acide fort titré par une base forte. Donc le saut de pH est quasiment vertical et on va voir donc 3 méthodes. La première méthode, c'est une méthode graphique, vous pouvez la faire à la main avec une règle et une équerre. Vous pouvez également la trouver sur des logiciels qui permettent de l'utiliser. C'est la méthode des tangentes parallèles.
Alors, dans le cas des sauts ou des chutes de pH, très souvent, la courbe est symétrique par rapport à un point particulier qui se trouve au centre ici, qu'on appelle un point d'inflexion. Pour pouvoir repérer ce point d'inflexion, on utilise ce que nous donnent comme outil les mathématiciens et on peut procéder de la façon suivante. On commence par tracer, avant le saut de pH, une tangente à la courbe, peu importe comment. Donc je vais essayer de le faire ici à la main. Vous, bien sûr, je vous conseille de le faire au fur et à mesure avec règle et équerre. Donc voici une première tangente. Elle est tangente à la courbe ici. On va tracer ensuite une seconde tangente à la courbe après le saut de pH et il faut qu'elle soit parallèle à la première. Évidemment, si vous vous arrêtez à deux tangentes, eh bien, il est absolument impossible de repérer le centre du saut. Il nous faut maintenant une troisième tangente parallèle aux deux précédentes et qui passe par le milieu. Donc on commence par regarder ici la perpendiculaire aux deux tangentes qu'on a tracées, on mesure la distance qui est là, on en prend la moitié et on trace la troisième tangente. Oula. Donc là ici ce que je fais c'est un petit peu approximatif, notez simplement que la distance qui est là est identique à la distance qui est ici, et que le point d'intersection de la troisième tangente avec la courbe, ici, nous permet de repérer le point d'inflexion et donc le volume équivalent. Deuxième méthode qui se base cette fois sur une méthode numérique, la méthode de la dérivée. Alors, puisqu'on a le pH tracé en fonction du volume de solution titrante, la dérivée qu'on va utiliser, c'est la dérivée du pH par rapport au volume de solution titrante, ce qu'on note dpH sur dv. Cette courbe particulière, eh bien, je vais la dessiner en vert. Je vais la rajouter sur l'axe ici des ordonnées, dpH sur dv. Et pour savoir à quoi elle ressemble, eh bien, il faut se souvenir que dpH sur dv, l'interprétation mathématique d'une dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe. À partir de là, eh bien, on regarde la courbe noire et on analyse l'évolution du coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc si je représente ça avec mon feutre, initialement la tangente à la courbe, elle est quasiment horizontale, le coefficient directeur est quasiment nul. Puis quand on arrive dans cette zone en virage, le coefficient directeur augmente, augmente, augmente. Au point d'inflexion, il est maximum. Puis ensuite, il va diminuer, 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 jusqu'à être quasiment nul. Par conséquent, eh bien, la courbe de dérivée va avoir cette allure-là. Elle va être quasiment nulle au début, passer par un pic au niveau du volume équivalent, et ensuite redevenir quasiment nulle. Donc là, ici, je vous le rajoute en vert, c'est dpH sur dv. Pour terminer, la troisième méthode que je vous propose, c'est encore une méthode numérique qui se base sur la dérivée seconde du pH par rapport au volume. Alors, si je veux la dérivée seconde, eh bien, je vais prendre la dérivée par rapport à dv de ce terme que j'avais ici. Donc, la dérivée par rapport à dv de dpH sur dv. Et pour noter ça, on a une notation conventionnelle. On écrit d2pH sur dv2. Donc ça, c'est une notation de sciences physiques pour la dérivée seconde. Encore une fois, eh bien, l'interprétation qu'on fait de cette dérivée seconde, c'est l'évolution du coefficient directeur de la tangente à la courbe verte lorsque le volume V varie. Donc on va rajouter cette courbe, je vais le faire en rouge, d2pH sur dv2. Et si on suit l'évolution du coefficient directeur de la courbe verte, il est quasiment nul au début, il va augmenter, augmenter et devenir très grand sur la première partie, là où c'est croissant. Il va s'annuler
arriver au sommet de la courbe verte. Et ensuite, le coefficient directeur est négatif et il va tendre vers 0 progressivement. Donc on va avoir une discontinuité dans la courbe, elle va avoir cette allure-là. Là ici, vous avez les secondes en rouge. Peut-être pas tout de suite. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc d'abord la courbe rouge est croissante, s'annule et ensuite elle retend vers 0. L'intérêt qu'on peut voir dans l'utilisation de cette courbe, c'est que, eh bien, elle va couper l'axe des abscisses en un point unique, qui est le point correspondant au volume équivalent. Une petite remarque maintenant concernant ces trois méthodes. Elles nécessitent toutes les trois d'avoir une courbe de suivi du pH, que j'ai dessinée ici en noir, qui soit très bien définie. Pour bien définir une courbe, eh bien, il va falloir, dans les portions justement où la courbe tourne, dans les portions courbes, utiliser beaucoup de points. Ça veut dire que si vous êtes sur un palier horizontal, vous pouvez faire des mesures tous les 0,5 ml par exemple. Mais dès que vous voyez que le pH commence à varier et qu'on arrive dans une zone de virage, dans une zone où la courbe est en train de changer, il va falloir faire des mesures tous les 0,2 ml ou tous les 0,1 si possible. De cette façon, vous allez avoir une bonne définition de la courbe noire avant et après le saut de pH et vous allez pouvoir utiliser chacune de ces méthodes avec la meilleure précision. Bien, pour conclure cette leçon, il nous reste un tout dernier paragraphe qui porte sur les solutions tampons. Alors, il y a certaines choses qui sont notées sur le document, d'autres que je vais compléter sur le tableau au fur et à mesure. Tout d'abord, la définition qu'il faut connaître. Une solution est dite tampon de pH si son pH est quasiment constant, c'est-à-dire qu'il varie peu par dilution, il varie peu par ajout modéré d'acide fort et également par ajout modéré de base forte. Ces solutions tampons, elles ont un grand rôle lorsqu'on fait de la chimie. Elles servent, par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, pour étalonner un pH mètre. Elles servent aussi à réaliser des réactions avec un pH contrôlé. Donc parfois, on en parlera quand on fera la leçon sur la complexation, par exemple, ou sur de la précipitation aussi. Parfois, on va souhaiter travailler avec un pH précis, contrôlé, et donc on pourra faire des réactions dans des solutions aqueuses tampons. De la même façon, lorsqu'on fait de la biochimie, c'est-à-dire l'interface entre la chimie et la biologie, si on utilise une enzyme, par exemple, eh bien, elles ont un pH d'efficacité maximum, et il sera alors intéressant d'utiliser une solution tampon pour avoir une enzyme avec une efficacité maximale. Par rapport aux solutions tampons qui sont classiquement utilisées, je vous parle donc de tampons ammoniacal, acétique, phosphate, etc. Pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on leur donne ces noms, eh bien, on va maintenant s'intéresser dans le petit 2 à la constitution d'une solution tampon. Le plus simple, la solution tampon primaire, eh bien, elle est obtenue lorsqu'on mélange un acide faible et sa base conjuguée en concentration identique, c'est-à-dire un mélange équimolaire d'un acide et de sa base conjuguée. Je vous ai mis donc sur le document, on procède comme pour le titrage d'une espèce faible et on s'arrête à la demi-équivalence. Donc là ici, pour illustrer ça, j'ai choisi de prendre un cas particulier. Imaginez qu'on est dans la burette une base forte et dans le bécher un acide faible. L'évolution de la courbe pH métrique, donc pH en fonction du volume de base forte ajouté, on l'a dessiné tout à l'heure. On aura d'abord un démarrage un petit peu particulier, un palier quasiment horizontal, un saut de pH presque vertical et un second palier après l'équivalence. Avec les méthodes qu'on vient de développer, on est capable de repérer l'équivalence, méthode des tangentes parallèles, dérivée première, dérivée seconde. Bon, là ici je vais le faire grosso modo, c'est à peu près au milieu du saut de pH que je dessine. Le milieu du saut de pH correspond au volume équivalent et on a ici le pH à l'équivalence qui apparaît. Au passage, dans le cas où on a un composé qui est un acide faible, le pH à l'équivalence est différent de 7. On en reparlera, enfin on l'évoquera dans certains exercices du TD. Donc, essayons de comprendre. Lorsque on fait varier le volume de solution titrante de 0 jusqu'à VE, eh bien, on va faire réagir
une quantité d'acide faible correspondant à n mol. Si maintenant je ne verse pas VE, mais au contraire VE sur 2, si je ne mets que la moitié du réactif nécessaire à la réaction des n mol d'acide faible, eh bien je n'en ai consommé que la moitié. Et l'acide faible, lorsqu'il est consommé, il devient sa base conjuguée. Ça veut dire que au niveau de VE sur 2, on a une solution équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée. C'est ce que je vais noter, AH en concentration égale à A-. Que vaut alors le pH? Eh bien, on connaît la relation de Henderson, qui nous dit que le pH pour un couple acido-basique est égal au pK plus log concentration de la base sur concentration de l'acide. Et si on a égalité des concentrations de l'acide et de la base, ça signifie que à la demi-équivalence, le pH est égal au pKa. Et d'ailleurs, cette technique, il faut absolument la retenir. C'est en lien avec les titrages juste avant. Si on veut évaluer le pKa d'un couple acide faible, base faible, on se place à la demi-équivalence et on aura pH égale pKa. Essayons de voir pourquoi ces solutions sont des bonnes solutions tampons. Eh bien d'abord, effet de la dilution. Si on dilue en rajoutant de l'eau distillée, eh bien on va diluer à la fois l'acide et la base. Donc les concentrations vont rester égales et le pH va rester égal au pKa. Si on fait un ajout modéré de base forte, eh bien on va décrire la courbe pH métrique en partant vers la droite. Vu que c'est un ajout modéré, le volume est faible, c'est pour ça que je fais une flèche relativement courte. Et vous voyez que cette flèche correspond sur l'axe des ordonnées à une très faible variation du pH. Si jamais on fait un ajout modéré d'acide fort, ça voudrait dire qu'on décrit la courbe en partant vers la gauche. Encore une fois, ajout modéré, donc une flèche courte, et vous reportez la pointe de la flèche par rapport au pKa sur l'axe des ordonnées, la variation du pH est très faible. On a donc bien une solution qui varie à la fois à l'ajout d'acide et à l'ajout de base, à condition que cet ajout soit modéré. Si jamais on en met beaucoup, eh bien, le composé va réagir. Donc ce qu'on peut retenir de ce paragraphe, on va le réécrire parce que c'est très important, à la demi-équivalence, pH égale pKa. Bien. Donc ça veut dire que si on utilise un tampon acétique, eh bien le pH correspondant c'est 4,8, la valeur du pKa. Si on prend un tampon ammoniacal, on est à 9,2, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait si on souhaite travailler à pH, mettons pH égale 6? Si on ne trouve aucun couple dont le pKa vaut 6, eh bien on va passer au paragraphe B qui parle maintenant des mélanges de tampons primaires, et donc on peut appeler ces mélanges des tampons secondaires. Si on prend des volumes adaptés de plusieurs tampons primaires, on va former une nouvelle solution tampon qui va être un tampon dont le pH est celui qu'on a choisi. Donc, à partir des tampons primaires, on peut fabriquer d'autres solutions tampons permettant d'accéder à tous les pH qu'on souhaite. Pour terminer sur ce paragraphe, il nous reste à définir une dernière notion qu'on appelle le pouvoir tampon. Donc, je vous l'ai noté sur le document. Ce pouvoir tampon permet d'évaluer la qualité d'une solution tampon. Il va nous dire, le pouvoir tampon, si une solution résiste bien à la variation de son pH. Donc si on imagine que dans une solution tampon, on rajoute de l'acide ou de la base, une quantité correspondant à une concentration élémentaire d'essai, eh bien cet ajout d'acide ou de base, donc DC c'est la variation élémentaire de concentration d'acide ou de base. Lorsqu'on fait cet ajout, le pH va varier de façon élémentaire également. On va noter cette variation élémentaire des pH. Et à partir de là, on va pouvoir définir le pouvoir tampon, qu'on note en général bêta, comme la valeur absolue de DC sur dpH. Et donc, avec ceci, on termine la leçon sur les équilibres acido-basiques.
Non, pas tout à fait. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous mentionner un nom particulier. Je reviens ici sur ce dessin, ce diagramme. La zone pour laquelle on a une quasi-horizontalité de la courbe, cette zone-là, elle porte un nom particulier. Elle est en lien avec cette relation qui est ici. Et donc, c'est ce qu'on appelle la zone de Henderson. Et du coup, maintenant que j'ai ajouté ça, on a terminé pour de bon cette leçon.